Mesdames, Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire connaissance avec Philippe Croizon, ce jeune garçon né en 1968 du côté de Châtellerault, voué à une vie tranquille et sereine, ouvrier métallurgiste, 2 enfants et une antenne sur le toit de la maison. Alors une antenne, ça vaut des ronds, donc on monte sur le toit, on prend une échelle en allure et on démonte. Pourquoi tu as voulu démonter cette antenne? Oh, tout simplement parce qu'elle m'avait quand même coûté 500 francs à l'époque. 500 francs, on laisse pas 500 francs sur le toit quand on a 26 ans, quand on est jeune ouvrier et qu'on a un enfant. Donc je vais récupérer cette antenne et puis voilà, après je vais revenir. Voilà. Bon, on fait connaissance avec toi, au micro, à la vidéo, par quoi on commence? D'abord un petit tour au micro. Allez, on y va. Bon déjà, bonjour à tous. Je vais vous poser une question toute simple, toute bête. N'hésitez pas surtout à y répondre. Qui a vu le film Intouchable? Ah oui, quand même. D'accord, alors. Et qui a vu le film Nager au-delà des frontières? Oh merde, je me suis coupé de salle. Excusez-moi, je me suis coupé de salle, je suis désolé de la salle d'à côté. Bon, on va faire une petite séance de rattrapage. Je vais vous présenter 3 minutes. 3 minutes de Nager au-delà des frontières. Un film qui a fait 110 minutes sur Thalassa. Le premier 110 minutes de l'histoire de Thalassa. Au début, quand on est parti dans cette aventure de relier les 5 continents, on a appelé les chaînes de télévision. On leur a dit, voilà, on veut réaliser une aventure assez extraordinaire. Est-ce que vous voulez bien suivre notre aventure? Tout le monde a répondu non. 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 Vous vous rendez compte, le handicap, à 20h30, c'est anxiogène, jamais personne ne regardera votre film. Jamais. Et quand on a envoyé les rushs, parce qu'on est vraiment parti à l'arrache sans rien, et quand on a envoyé les rushs, les toutes premières images en métropole à Paris, Georges Pernou a regardé les images et a dit, ce sera le premier 110 minutes de l'histoire. Et là, les 3 minutes que vous allez voir, ça a fait 3 millions de téléspectateurs en phase TF1 avec les séries américaines et M6 pareil avec les séries américaines. Et on a quand même fait 3 millions de téléspectateurs sur France 3. Donc franchement, tout est possible. Je vous laisse regarder ce petit 3 minutes et je reviens à vous. Regardez, je suis personne handicapée. C'est dur. Mais dans quelques instants, vous allez oublier. Je serai plus une personne handicapée pour vous. Je serai Philippe Croizon. Au début, vous êtes choqués, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de bras et pas de jambes. Mais après, vous verrez. Et vous allez voir une aventure. Une belle aventure. L'expédition Nager au-delà des frontières prend tout son sens ici. Tous les deux, on relie les 5 continents à la nage, malgré nos différences de religion, de politique, de couleur de peau, même de handicap. On est tous pareils. C'est un bon message. Voilà, j'ai plus de bras et je vois le tatouage sur son bras, quoi. Tu prends une grosse plaque d'histoire en une fraction de seconde, rien qu'en regardant son bras. La rencontre avec Phébus, c'est vraiment une très bonne surprise. J'ai envie de tout donner pour lui. Et de lui dire, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, tu peux y arriver. On peut y arriver. On peut avoir une bonne vie. Non mais je suis qui? J'étais un ouvrier métallo qui était dans son canapé et qui a dit je vais nager. Et là, tout le monde s'est mis en action. Plein de gens que je connais pas. Ils ont dit waouh, allez, faut les nuls. Comment était le connaître?
On va faire que de regarder la bande. Et puis de toute façon, on se rendra compte qu'on n'a pas tout vu la première fois, même si ça dure que 3 minutes. Oui. Quand on regarde un film, les différentes interprétations. Bon alors Philippe, un petit commentaire là-dessus? Ah bah écoutez, par contre si on peut tourner un petit peu le projecteur, le tourner un petit peu par là, parce que là j'ai l'air chaud en permanence. Ce que j'ai adoré dans ce film, il y a eu 3 millions de téléspectateurs, on a réussi à diffuser un film en prime time avec une histoire forte. Mais ce que j'ai aimé, c'est Ah oui. On peut aussi l'éteindre puisqu'on s'en servira. Vous voulez le revoir le film? Merci. On peut peut-être allumer la lumière ici, là. On va se faire un mieux, au fond là-bas. Ça va, vous me voyez bien au fond? Bon. Et ce que j'ai adoré, c'est que je croise des gens dans la rue et qui l'ont regardé avec des enfants. Et les enfants sont restés scotchés pendant 110 minutes devant le film, et surtout ça a créé un débat au sein de la famille. Il y a eu des discussions après. Comment c'est possible, il n'a pas de jambes, comment il a construit les prothèses, comment ceci, comment cela. Et ça, c'était important. Mais avant d'en arriver là, si vous me le permettez, tout a commencé le 5 mars 1994. Comme tu le disais, j'ai 26 ans, j'ai un petit garçon âgé de 7 ans, la maison est trop petite, il y a un petit bébé qui va arriver, et il faut déménager. Et je veux récupérer absolument cette antenne de télévision. Je monte sur le toit de la maison avec une échelle en aluminium, je m'accroche à la cheminée, je déboulonne mon antenne, j'ai bien vu qu'il y avait une ligne électrique derrière. Je dis, il n'y a pas de souci, ça va passer. Et dès que j'ai posé mes 2 tibias sur les barreaux de l'échelle, ça a fait contact avec la terre et paf, ça m'a collé sur la ligne. Premier impact, arrêt cardiaque. Donc je vois ma vie défiler à une vitesse très folle, mais une vie très courte, 26 ans, ça va très très vite. Et les images importantes qui sortent du flux d'images et qui passent tout doucement. Le mariage, ma grand-mère, tout ce que j'aimais, et hop, ça retourne dans le flux. Il rallume le courant une deuxième fois, et là je reviens à moi. Et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et après, il rallume le courant une troisième fois. Et là, c'est un voisin qui entend ces déflagrations, ces explosions et ces coupures de courant, qui se dit qu'il se passe quelque chose. Et quand il sort, il voit un attroupement de gens. Il a le réflexe de mettre des bottes en caoutchouc et des gants. Et il prend l'extincteur qui est dans le restaurant juste à côté, et il monte à l'échelle et il m'éteint. Voilà, c'était l'histoire un peu de l'accident. Et quelques instants après, les pompiers arrivent, on m'emmène sur le stade de foot, la nuit est tombée. Et j'entends à la radio, parce que les gens sont là pour me sauver la vie, le SAMU, ainsi de suite. Et j'entends à la radio le pilote d'hélicoptère qui arrive. Bon, les gars, allumez le stade, j'arrive. L'autre dit, on peut pas allumer le stade, il a tout fait sauter, là, il a tout fait cramer, le gars. Et j'entends le pilote dit, on va écouter, dans ces cas-là, niveau sécurité, je peux pas me poser, je m'en vais. Et le médecin du SAMU lui dit, écoute, c'est pas difficile, si tu te poses, il est mort. Si tu te poses pas, il est mort. Et là, le pilote, il a, une sorte de réaction, peut-être qu'il a compris qu'il fallait absolument qu'il me sauve la vie, je sais pas. Il dit, mettez les ambulances en rond, allumez les phares et les gyrophares, je me pose au milieu de vous. Donc il le fait, malgré l'interdiction de sécurité. On me met à bord de l'hélicoptère. Depuis des heures et des heures déjà, je leur dis, mais endormez-moi, je veux plus rien entendre, je veux plus rien sortir. Et là, on met un casque sur les oreilles, le chef du SAMU monte avec moi dans l'hélicoptère, et on décolle. Et là, quelqu'un me parle. Le capitaine Jean-Philippe Guérin, pilote de l'hélicoptère, qui me dit, bonjour Philippe, je m'appelle Jean-Philippe. Et là, il commence à me raconter son histoire, comment il est devenu pilote. Et la douleur que j'avais, qui était tellement puissante, commence à partir, commence à décoller, je suis concentré sur sa voix. À un moment donné, je fais un arrêt cardiaque, donc le médecin du SAMU me réinjecte du courant, j'étais un peu en manque. Donc il m'en remet une petite dose. Il l'a fait à 2 reprises, il m'a remis 2 fois une petite dose de courant. Et à chaque fois qu'il faisait ça, le pilote penche l'hélicoptère, il dit, tu vois la lueur là-bas, c'est tour, tu restes avec moi, tu déconnes pas, t'es avec moi, et puis il continue à me parler. Et quand l'hélicoptère se pose, il descend de son appareil, il me fait un petit signe de la main, et moi, pour lui dire merci, je lui fais juste un clin d'œil. Et puis je pars bien sûr pour après 3 mois d'hospitalisation dans le service des brûlés en milieu stérile, où là, bien sûr, là on m'endort, et la décision de m'enlever mes bras et mes jambes revient à mes parents. Un jour, un bras, on a enlevé les 4 membres en 2 mois et demi de temps à peu près. C'est-à-dire qu'un jour une jambe, un jour un autre bras, un jour un bras, et la dernière jambe 2 mois plus tard. Donc, mais ça je l'explique plus dans mon livre, j'ai décidé de vivre. Et le temps passe, et un jour je me réveille, et alors, aussi pareil, pourquoi le titre j'ai décidé de vivre? Parce que le premier réflexe, qui est un réflexe humain, que tout le monde a quand on rentre dans l'univers du handicap ou qu'il nous arrive une grosse tuile, mais je vais parler plus particulièrement du handicap, le premier réflexe c'est de dire mais ma vie elle est finie quoi. Elle s'arrête maintenant, 26 ans, qu'est-ce que je vais faire sans bras et sans jambes? Et c'est à ce moment-là que vous demandez pardon à la mort.
Je veux dire, ok, je luttais contre toi le jour de l'accident, mais aujourd'hui, tu peux pas me laisser là quand même. Viens me chercher. Qu'est-ce que je vais te devenir? Et là, tout le monde tente sa chance. Ma maman qui est là, qui est cachée quelque part, mon père, ma grand-mère que j'aimais tant, c'était ma richesse. Mes amis, ma famille, tout le monde vient essayer de tenter sa chance pour essayer de me ramener à la vie. Le psy, vous savez, les psys un petit peu à l'ancienne avec le livre et le cahier. Alors, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Non. Et encore? Bah rien. Et encore? Bah rien, bah attends, enfin, j'ai rien à te dire, toi. Voilà, je pense que c'était un psy qui voulait me mettre en colère, qui voulait que j'atteigne ma phase de colère. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu et qui m'a dit, il a tenté sa chance avec une phrase anodine. Il a dit, écoute, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore en vie. Jérémy est là, et il y a ton petit bébé qui vient de naître. Grégory est né 2 mois après l'accident. Il dit, ton petit bébé il est là, tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie? Et là, ah ouais, mes 2 gars quoi, mes 2 garçons. Électrochoc encore une fois, mais virtuel cette fois-ci, qui m'a ramené à la vie. Je dis ouais, mes 2 garçons quoi. Même si je suis un papa comme ça, je serai encore un papa. Je serai encore capable de dire, hé, va ranger ta chambre. Ah, tu connais hein. Et donc, et là je me lance à fond, je dis allez, changement de comportement total. Quand quelqu'un a un accident comme ça dans la vie, on n'est pas les seuls à souffrir. Pour la famille, les amis, c'est un tsunami, c'est un raz-de-marée. Comment réagir, comment faire, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est une catastrophe pour tout le monde. Tout le monde est dans la souffrance. Donc à partir de ce moment-là, je prends un autre comportement. Vous savez, je mets le fameux masque du clown. Ch'ting. Tout va bien, je vais bien. Mais ce masque de clown, je l'ai gardé pendant 7 ans. Donc quand on rentre dans l'univers du handicap, vous savez, on a à peu près 5 phases à franchir. 5 phases que je dirais pratiquement obligatoires. Moi, j'ai réussi à les franchir grâce à ma famille, mes amis, parce que j'ai eu un soutien, je dis bien. Je suis une personne handicapée en France qui a eu énormément de chance. Parce que ma famille, mes amis ont créé une association pour m'aider, me soutenir. Aujourd'hui, j'ai toute mon autonomie pratiquement. Grâce à eux. Je conduis une voiture, j'ai une salle de bain autonome, j'ai tout ce qu'il me faut. Grâce à l'association qu'ils ont créée. Et donc, et après, bah, je me lance là-dedans et je mets mon masque de clown. Comme je disais tout à l'heure, il y a les 5 fameuses phases à franchir. La première phase, c'est la négation. C'est non. Bah non, c'est pas moi. Bah non. Bah non, j'ai 26 ans. Pourquoi j'aurais eu un accident? Pourquoi j'aurais démonté cette antenne? Non, c'est pas moi. Je vais me rendormir, ça va aller, je vais me réveiller. Et les fameux pourquoi. Les fameux pourquoi qui vous attaquent. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai démonté l'antenne? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi moi maintenant? Pourquoi à cet âge-là? Les fameux pourquoi qui vous attaquent, et il n'y a pas de réponse à ces pourquoi. Mais ils font partie du processus de guérison. Ensuite, vous avez la phase de négociation. Vous négociez avec vous-même. Il y a une partie de votre cerveau qui a envie de mourir et l'autre partie qui a envie de lutter. Donc c'est un conflit. Avec vous-même, vous êtes dans votre lit, il n'y a personne, et tu dis, bon, peut-être que tu pourras faire ça. Et l'autre partie du cerveau, non, tu peux pas faire ça, laisse tomber. Si, mais attends, peut-être que... Attends, ah oui, je viens de voir un truc à la télé. Ah, je pourrais peut-être reconduire. Mes parents venaient derrière la ville, papa, renseigne-toi. Peut-être que je pourrais reconduire en sortant. Déjà, une petite lueur d'espoir. Et un jour, et après, bien sûr, je continue les phases, excusez-moi, il y a la phase de négociation, la phase de deuil de ce qui n'est plus là, la phase d'acceptation, et comme je disais tout à l'heure, la fameuse phase de colère, qui est venue, moi, 7 ans plus tard. Et donc, un jour, pour repasser le temps, quand on est dans le champ d'hôpital, on zappe, on regarde la télévision, et je zappe d'une chaîne à l'autre, et je tombe sur Thalassa. Et là, je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage. Elle s'appelle Marion Hans. Elle a 17 ans. Elle avait déjà fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après pour retraverser la Manche à la nage avec son équipe qui l'avait entraînée et ainsi de suite. Et moi, quand je vois ces images, je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je ne le connais pas. Je viens juste d'être amputé les 4 membres. Je viens juste de me réveiller. Et je regarde cette fille qui se bat contre les éléments et je vois le dépassement de soi devant mes yeux. Et c'est son équipe qui l'encourage. Allez Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Allez, continue. Elle est épuisée, elle continue, elle y arrive. Je pense que c'est la première fois que j'avais oublié, j'ai vraiment oublié que j'étais devenu une personne handicapée. Sur mon lit d'hôpital, j'ai oublié simplement, j'étais capté par les images. Et dans ma petite tête, dans mon petit cerveau, il y a un truc, je sais pas, un petit déclencheur qui a dit pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je traverserai pas la Manche à la nage? Et puis voilà, le temps passe. 2 ans d'hospitalisation. Maintenant je sais ce que c'est que le dépassement de soi en centre de rééduc. C'est très dur, mais en même temps c'est un retour à la vie, le centre de rééducation. Ça vous le lirez dans J'ai décidé de vivre. Et là je me lance dans l'aventure. Et bon, bien sûr il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme tout à chacun. Hein. Quand on sort, on ne devient pas un héros comme ça du jour au lendemain. Comme je l'ai dit très souvent, et pour dire au revoir à celui que je connaissais, il m'a fallu 1/100 de seconde. Le jour de l'accident, le jour où le courant est passé. Pour dire bonjour à celui qui est devant vous, il m'a fallu 14 ans.
14 ans de vie à attendre, à végéter, à vouloir mettre fin à mes jours, à remonter, à repartir. 14 ans dans mon canapé. Quand je dis vraiment 14 ans dans mon canapé, c'est vraiment la réalité. Et un jour, donc mon épouse était partie, 7 ans après l'accident, d'où ma phase de colère, où j'étais l'être le plus exécrable du monde. Et là, j'ai eu besoin de l'aide de psy pendant 1 an pour reconstruire encore une nouvelle fois ma vie. Et quand j'étais guéri de cette peine de cœur, je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, je suis pas fait pour vivre tout seul. Mais est-ce que quelqu'un va être capable de m'aimer? Moi, un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes, est-ce que c'est possible? Alors on vit une époque formidable. C'est génial. Il y a mythique. Et donc je me suis inscrit sur internet. Et j'ai mis une photo, mais faut pas déconner, hein, j'ai mis que ma tête. Hein. Ouais, parce que le reste était dans la pochette surprise. Vous avez une chance au tirage, une chance au grattage. Et là j'avais mon ordinateur et j'écrivais, je parlais avec la gente féminine. Et puis j'entendais, on m'écrivait, ah j'aime bien ta philosophie de vie, j'aime bien comment tu parles des enfants, j'aimerais bien qu'on se rencontre un jour. Oh là là, il y a un truc que je t'ai pas dit. Je suis une personne handicapée. Bah, ça t'embête pas? Bah réponds-moi, enfin. C'était fini. J'avais dit le mot fatidique. J'avais dit le mot handicap. Alors j'ai changé de stratégie. Là maintenant ça suffit. Je vais dire carrément que je suis une personne en situation de handicap. Et comme ça au moins ils sauront. Alors le premier message que j'avais envoyé à Susanna à l'époque, je lui ai dit écoute, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort et j'ai pas retrouvé mes cheveux. Et ni mes bras, ni mes jambes non plus. Et elle m'a répondu, bah écoute, ça tombe bien, je suis pas là pour chercher l'amour, je suis là pour chercher des amis. C'est bizarre, c'est un site de rencontre et tout le monde cherche des amis là-dessus. Et on a discuté un petit peu pendant quelques jours sur internet et après on s'est appelé au téléphone. Et un jour, au bout de vraiment quelques semaines, elle était très très prudente, elle est venue à la maison. Et elle est venue après un autre jour, une autre fois à la maison avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges, c'est le monde à l'envers, c'est la fille qui est venue avec les fleurs. Et puis elle m'a dit, je crois bien que je t'aime. Et j'ai regardé, j'ai dit, bah écoute, je crois bien que moi aussi. Et puis bah ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a 2 garçons, 3 filles, un chien borgne, 3 chats, un cochon d'Inde et un poisson rouge. Pour vous dire que ça fait une belle famille recomposée et vous l'avez compris, le plus gros bébé de la famille, bah c'est moi. Puisque moi, il faut me démonter, me remonter, mettre des palmes aux jambes, mettre des palmes de jambes, mettre des pattes de jambes pour marcher. Enfin, les enfants à la maison, ils m'appellent Playmobil en avant les histoires. Donc, Et voilà, cette histoire d'amour, eh ben, c'est là que ça va être le déclencheur. Ça va vraiment être le déclencheur du début de ma nouvelle vie. L'amour. Avec l'amour, on déplace des montagnes. Vous en êtes d'accord, hein? On déplace des montagnes avec l'amour. Et ça fait 2 ans que je suis avec Susanna. Et je ne lui parle jamais de la traversée de la Manche, parce que j'en parle pratiquement jamais à personne. Sauf une fois, c'est vrai que j'en avais parlé à mon père. On était en vacances à Noirmoutier, à l'Herbaudière. Et je dis à papa, je dis écoute, je voyais la mer, je voyais les gens nager, je dis papa, je crois qu'un jour, je traverserai la Manche à la nage. Et j'ai vu surtout dans le silence de mon père, et vraiment, il m'a regardé avec des yeux en se disant, merde, il n'a pas que les bras et les jambes pour cramer. Ouais, mais c'est vraiment comme ça. Et après, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, non, mais un jour, je le ferai. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ferai. Voilà, point. J'en parle de temps en temps. Et personne ne peut me suivre dans une histoire pareille. Et un jour, ça fait 2 ans que je suis avec Susanna, et mon fils, mon grand garçon, Jérémy, me dit, papa, je sais que tu avais envie de faire un saut en parachute. J'ai tout organisé, tu vas sauter en parachute. Donc j'ai fait un saut en parachute à Royan, à 4600 mètres d'altitude. Et bien sûr, en bas, il y avait des journalistes, France 3 Poitou-Charentes, la presse locale, il y avait Jean-Luc Delarue avec son émission, parce que je voulais qu'on parle du petit Théo, que vous avez vu dans le film là tout à l'heure, Théo, le petit mini-moi. Et en même temps, c'était normal qu'on voyait plein de journalistes en bas, parce que c'était la première fois qu'on voyait un poulet prêt à cuire sauter d'un avion. Désolé. Et donc, je fais mon saut en parachute, et cette journaliste me dit, putain, t'as fait un truc génial et tout, mais est-ce que t'as un autre défi dans la tête? Je dis non, j'ai un vieux truc qui est rempli de toiles d'araignée, enfin, je sais pas si je le ferai un jour, mais j'ai envie de traverser la Manche à la nage, quoi. Point. Elle me dit, mais si un jour tu le fais, tu m'en parles, hein. Je dis oui, promis, j'en parlerai. Et puis, il se passe 3 mois, on arrive au mois de juin, et la journaliste m'appelle, elle dit, écoute, le président de la République, Nicolas Sarkozy, va va faire un discours sur le handicap, est-ce que tu veux réagir sur le plateau du 19-20 de France 3? Moi, je dis oui, écoute, il n'y a pas de raison. Donc je vais au journal du 19-20 de France 3, je réagis au discours du président de la République, et la journaliste avait une information à me donner, mais apparemment pas une bonne information que sa collègue avait passée. À la fin de l'interview, en plein direct sur le journal, elle me dit « Alors comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage ?» Et je vous promets que ça s'est passé en quelques secondes. Il y a mon vieux tiroir là, qui s'est ouvert. Plein
plein de poussière, plein de toiles d'araignée, il y a un truc qui est sorti, qui arrive à ma bouche, qui a fait « oui ». Et là, je me promets que c'est un volcan, vous êtes sur un plateau de télé, je dis « mais tu viens de dire oui, tu viens de dire oui ». Et là, je pars dans un délire total sur la télé, je dis « oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les protèges, je vais avoir des protèges comme ça et comme ça ». Personne n'était au courant de rien. Et je pense que j'ai dit d'ailleurs, mon département, le conseil général de la Vienne, est à 100% derrière moi pour me soutenir. Je n'étais pas au courant non plus. Et là, je vous promets que c'est vraiment passé comme ça, je sors du plateau télé. Et Susanna me regarde, elle me dit, mais c'est quoi cette histoire de la traversée de la Manche à la nage? Je dis, je sais pas. J'ai vu ça il y a 14 ans à la télé, sur mon lit d'hôpital, et vraiment, c'est vraiment parce que je me suis jamais renseigné. J'ai vu cette fille traverser, je lui ai dit, pourquoi pas moi un jour, mais je savais pas ce que c'était que la traversée de la Manche à la nage. On rentre à la maison avec Susanna, et j'ouvre l'ordinateur, et depuis 14 ans, c'est la première fois que je tape sur mon ordinateur, traversée de la Manche à la nage. Et là, je vois 34 km à vol d'oiseau. Je dis, oh putain, je sais pas nager. Je dis, je savais pas nager. Je dis, je vois le taux de réussite chez les valides, 10%. Température de l'eau, 14 degrés. Je dis, mais pendant quoi je suis embarqué? Et là, c'est là où je vous dis que l'histoire d'amour est forte, parce que je l'ai regardé, et je lui dis, écoute, j'y vais seulement si tu me dis oui. Parce que sans toi, ça sera pas possible. Et tous les deux, des ignorants totaux sur le sport. J'ai 40 ans, je suis gras comme un petit lardon, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Et par amour, elle me dit oui. Alors le premier réflexe, j'appelle le conseil général de la Vienne. Je dis bonjour, c'est Philippe. Il dit oui, on est au courant, oui. Il y a le secrétaire du président qui veut vous parler. Donc je l'ai au téléphone, je dis bonjour, c'est Philippe Croison, j'ai un petit menu et tout. Il dit oui, on vous a vu hier soir au 19-20. Et je dis oui, je dis voilà, je viens voir pour... Et il dit apparemment, de toute façon, il dit, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et puis je dis si, mais après voilà, ça s'est très très bien passé, c'est une très très belle collaboration. Et j'ai été voir mes élus, la ville de Châtellerault, et je rencontre un élu incroyable, mais vraiment incroyable, Jean-Claude Riquin, et je rentre dans son bureau et il me dit ok, tu veux traverser la Manche, t'as besoin de quoi? Je dis mais vous êtes sérieux? Enfin je suis pas sportif ni rien. Il dit t'as besoin de quoi? Je dis bah j'ai besoin de la piscine, un accès limité, ok. Et il me dit un entraîneur. Ah je dis un entraîneur, ça serait génial, ça franchement si j'avais un entraîneur, ça serait super top. Bah il m'a trouvé un entraîneur. Vous connaissez Philippe Lucas, entraîneur de natation? Oui. Et ben j'avais le même mais en fille. La même chose. Exactement la même chose. Un entraîneur qui m'a engueulé pendant 2 ans. Qui m'a poussé dans mes dernières limites pendant 2 ans. Ça, vous pourrez le lire dans J'ai traversé la Manche à la nage. C'était un entraîneur, elle avait une pression tellement forte, tellement dure, de prendre un gars qui n'a jamais été sportif de sa vie, qui n'a pas de bras et pas de jambes et qui a un rêve dingue de traverser la Manche à la nage. Donc j'ai continué. J'ai trouvé des ingénieurs. J'ai trouvé un kiné, l'ancien kiné de l'équipe de France de football. J'ai trouvé un préparateur physique, un cardiologue parce que j'avais fait 2 infarctus, le médecin du sport. J'ai réuni toute cette équipe-là. Jacques Tusset, qui est un grand nageur longue distance, qui habite à côté de chez vous, à Montpellier, un homme extraordinaire. Arnaud Chassery. J'ai appelé les nageurs qui avaient réussi, les Français. Il n'y en a pas beaucoup, hein. 10% de taux de réussite. Et je les ai tous réunis. Et je dis voilà, moi je suis le paquet. J'ai une idée, j'ai envie de traverser la Manche, transformez-moi. Je vous écouterai, je dirai rien, c'est vous les professionnels, transformez-moi. Et là, mon entraîneur me regarde et dit mais tu veux traverser dans combien de temps? Bon, je dis, moi qui connais rien, je dis bon, dans 1 an quoi. 1 an et je traverse. Et là, ils se regardent tous, ils disent ça va pas le faire ça mon gars. Et ton cœur, c'est un muscle, il faut le préparer, ainsi de suite. Il dit nous, dans 3 ou 4 ans, peut-être que tu vas traverser la Manche. Et là, dans ma tête, 3 ou 4 ans, c'était l'éternité. Je leur dis écoutez, je vous donne 2 ans. Je vous donne pas un jour de plus, je vous donne 2 ans. Dans 2 ans, il faut qu'on aille là-bas. Il dit écoute, on verra. On va commencer et on verra. Donc je demande à mon prothésiste de me fabriquer des prothèses, très rapides. Donc il me fabrique 2 enclumes. 3 kilos par jambe avec de la mousse expansée à l'intérieur. 2 enclumes qui flottent. Et là, on commence à nager là-dedans et mon entraîneur me dit fais-moi voir ce que tu sais faire. C'est les premiers 25 mètres de ma vie. Je me mets dans le bassin de Châtellerault, je me mets sur le dos, je commence à remuer un peu les jambes, donc j'avance. Et là, je vois mon entraîneur qui fait non, Philippe, sur le dos, sur le ventre. Je veux que tu nages le crawl. Je dis mais le crawl, mais je ne sais pas. Oui, d'accord, ok. Je me retourne, je commence à nager, j'avale de l'eau, je lève la tête. Alors j'essayais de lever la tête avec les prothèses qui flottaient, c'était un enfer, je bougeais les bras comme ça. Le cœur qui commence à s'envoler. Je dis mais ça avance pas. Ah les jambes, mais bouge les jambes, bon sang, bonsoir. Et hop, je commence à avancer, j'ai dû mettre une éternité pour faire 25 mètres. Et je m'accroche au bord du bassin comme ça, complètement essoufflé. Et je vois l'entraîneur avec les yeux complètement écarquillés qui me dit mais tu veux traverser la Manche à la nage toi? Et là c'est là qu'elle me dit cette phrase, je pense par sécurité, mais elle me dit mais rentre chez toi. Tu l'as juste dit à la télé, ça va vite s'oublier. Il y a juste nous qui le savons, rentre chez toi. Il est encore temps quoi.
parce que tu vas souffrir. Et je lui dis non, je dis je suis là, je reste. Elle dit alors d'accord, tu vas souffrir. Et on est parti dans les entraînements. Au bout d'1 mois et demi, j'ai eu les 2 jambes explosées, petit, moyen, grand fessier, le psoas, tout était en tendinite. Donc là ils m'ont arrêté, ils m'ont sorti de l'eau, ils m'ont soigné, le kiné m'a remis en place, tout, 1 mois et demi d'arrêt. Au bout d'1 mois et demi, ils m'ont rejeté dans l'eau. Et là j'ai repris les entraînements. Et au bout de 6 mois, je n'arrivais pas à franchir la barrière des 3 heures. D'ailleurs, mon corps ne pouvait pas aller au-delà de 3 heures. Alors que le staff technique avait dit, normalement, il devrait les franchir, il n'y a plus rien qui bouge, son corps n'ira pas plus loin. Donc, vous savez, mon entraîneur, elle avait un petit morceau de fer, et elle tapait sur l'échelle en aluminium, vous savez, dans la piscine. Et quand je ralentissais dans mes entraînements, j'entendais ding, 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 ding. Alors, il fallait que je reprenne du rythme. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. C'est du rythme. Et ça pendant 6 mois. Ding, 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 ding. Vous devenez dingue. Et à un moment donné, dans la semaine, il n'y a plus de ding, 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 ding. Je dis, c'est bizarre quand même. Et mon entraîneur n'a pas cette niaque d'habitude habituelle. Le matin et tout, allez, tu vas mettre ça, tu vas me faire ça comme entraînement, ça, tu me fais un 200 rapide, tu me fais un 50 machin. C'est bizarre, elle me laisse faire tout. Ouais. Et au bout de 3 jours, elle prend le courage et elle vient me voir. Elle a une toute petite larme et très légère et elle me dit, écoute Philippe, on s'est réunis avec toute l'équipe sans toi. Ça fait 6 mois que tu t'entraînes. Ton rêve était chouette, hein. Ton rêve était magnifique, on avait envie d'être avec toi, mais on a tous pris la même décision, on va arrêter maintenant. Il faut que tu arrêtes. Tu es en train de détruire ton corps, le médecin est en panique, tout le monde est... tu vois bien que tu t'endors dans l'eau, tu tombes dans les pommes dans la flotte, il faut que tu arrêtes. Et là je la regarde, je dis mais arrêtez, mais je dis non, c'est pas possible. Et là je lui dis écoute, les ingénieurs ont fait des toutes nouvelles prothèses, j'ai passé de 3 kg à 700 grammes par jambe, tout en carbone. Je dis mais laisse-moi essayer au moins ces prothèses, je pars en vacances. 2 mois au Portugal. Quand je reviens des 2 mois de vacances au Portugal, vous prenez votre décision, mais pas avant. Elle dit d'accord, pars 2 mois. Je pars 2 mois et c'est vrai que les ingénieurs me donnent mes prothèses, toutes légères, et je pars en mer au Portugal et là je perds mes marques. J'arrive pas à trouver mes repères, je suis un peu perdu. Et j'appelle Valérie, mon entraîneur, j'ai dit écoute Valérie, je crois que tu avais raison, j'arrive pas à trouver mes marques. Et au téléphone, je retrouve mon entraîneur qui me dit tu m'as dit 2 mois, au revoir. Et elle raccroche. Donc là, je me suis entraîné pendant 2 mois. Je savais ce que j'étais capable de faire pendant les 2 mois. J'ai failli mourir 2 fois au Portugal. Ça, pour lire le livre, c'était du grand n'importe quoi, des fois, dans mes entraînements. Et j'arrive, au bout de 2 mois, à Châtellerault, et elle me dit ok, tu nages 3 heures. J'ai nagé mes 3 heures. Je m'accroche au bord du bassin, je dis alors, on y va, hein. Et je vous promets que ça s'est vraiment passé comme ça. Elle dit on se voit demain. Je dis quoi, Valérie, je ne vais pas pouvoir dormir. On se voit demain. Tu manges, tu dors, on se voit demain. Le lendemain matin, j'arrive. Elle me dit aujourd'hui tu nages 4 heures. J'ai nagé les 4 heures, je savais ce que j'étais capable de faire. Je m'accroche au bord du bassin, et là je la regarde avec des petits œufs de merlan frit, avec des petits œufs de cocker, je dis alors, on y va hein. Et je vous promets que ça s'est vraiment passé comme ça, elle m'a dit on se voit demain. Vous savez, on prépare le mental du nageur aussi. On prépare le physique, mais il faut préparer le mental. Il faut que le gars il soit capable d'affronter n'importe quoi. On se voit demain. Je n'avais pas dormi la nuit d'avant, je reviens le lendemain matin, et elle dit aujourd'hui tu me nages 5 heures. J'ai nagé les 5 heures dans le bassin de 25 mètres. Je m'accroche au bord du bassin. Et là, je vois Valérie. Je vois Bruno Klein, le kiné. Je vois mon préparateur physique. Excusez-moi. Et il s'approche et il me regarde et dit il y a encore 1 an et demi de travail et du boulot, mon gars. Il va falloir y aller. Et on est reparti pour 1 an et demi de plus. Et je me suis entraîné avec les gendarmes en Charente-Maritime, avec des vents de force à 5 à 6, avec des creux de 2 mètres. Fallait que je connaisse ces conditions-là. Je me suis entraîné dans le lac de Saint-Cyr. Je nageais pendant 7 heures, il tombait de la neige. Il fallait que je nage là-dedans. Et mon ange gardien, c'était Susanna. C'était ma chérie. Elle était là, elle faisait le lac de 4 km de circonférence. Elle marchait autour du lac pour ma sécurité. Et elle m'apportait du thé chaud pour me réchauffer. Elle était transit froide. Ça va, mon chéri? Et après, elle me démontait, elle m'emmenait à la baignoire, à s'occuper des enfants. Et dès qu'elle avait un peu de temps, elle allait faire un peu de ménage pour faire bouillir la marmite. Et moi, je faisais que de nager tout le temps. Et on arrive au bout de 2 ans d'entraînement. En 2 ans d'entraînement, on a fait 4000 km de natation. 4000 km de natation pour une journée. Le 18 septembre 2010. Je suis en Angleterre, il est 3h du matin, on me réveille. Susanna est là, Valérie, mon entraîneur, Arnaud Chastry, Jacques Tusset, les 2 nageurs longue distance, mon médecin, l'huissier qui est là pour constater, les 2 pêcheurs anglais avec leur bateau. On commence à faire mes premiers étirements, et Jérémy, mon grand garçon, qui m'avait fait la surprise de passer en Angleterre pour me réveiller. Il commence à faire mes premiers étirements, commence à m'échauffer un petit peu, on m'emmène sur le bateau, et si un jour vous allez sur les côtes françaises et vous regardez les côtes anglaises, vous verrez ces grandes falaises blanches, et au milieu de ces falaises, vous avez une énorme antenne.
très très grande antenne, vous ne pouvez pas la louper. Et en bas de cette antenne, en bas de la falaise, c'est la plage de Sampaio. C'est la plage du départ de tous les nageurs du monde entier. Tous les nageurs du monde entier viennent tenter leur chance pour traverser la Manche à la nage. Et là, j'arrive sur cette plage, il est 6h du matin, on me donne le tête départ. Mais avant, excusez-moi, c'est vrai que sur la route, j'avais demandé à personne de me parler. C'est-à-dire que là, ça y est, je suis dans ma bulle, je vais nager, je vais réaliser mon rêve, c'est mon objectif. Donc je suis fermé, je suis dans une bulle, je suis dans ma concentration. Et juste avant, j'avais fait 4 mois de sophrologie pour ne pas craquer. Je suis quelqu'un d'assez émotif, donc 4 mois de sophrologie pour ne pas pleurer à l'instant T. Et là, Jacques vient de donner ses derniers conseils, Arnaud me donne ses derniers conseils. Et là, il y a mon entraîneur, Valérie, qui vient me parler. Et qui a une phrase, mais complètement hallucinante, complètement dingue. Et je veux surtout pas l'entendre. Elle vient me voir, je dis, bon ok, elle va m'encourager encore un coup, elle va m'engueuler, il y a un truc qui va se passer. Eh ben non, elle vient me voir et elle me dit, écoute Philippe, même si tu vas pas au bout, ce qu'on a fait en 2 ans de temps, je suis fier de toi. Je suis fier de ce qu'on a réussi. Et là, je dis, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire si je vais pas au bout, si je vais pas au bout? Non, 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 j'ai rien entendu, parce que la boule d'émotion était en train de monter. Je dis, non, non, j'ai rien entendu. Et là, on me pose dans le bras, on me soulève et on me met dans l'eau. Et là, je vais la direction de la plage de Sampaio, j'attends, je pose mes fesses. L'huissier donne le tête de départ. Allez, c'est maintenant, mon gars. Nage, nage, nage. Le courant, 12 km/h. Ma vitesse de nage, 2,5 km/h. Je suis un petit morceau de paille sur la mer, direction la mer du Nord, à fond. Je suis embarqué à une vitesse dingue et j'essaie de m'extraire des côtes anglaises, c'est très très dur. Je monte mes pulsations à 170, 180, alors que, non, 160, 70, pardon. Et là, alors que ma vitesse de nage, normalement, mes pulsations cardiaques doivent être à 120, 130, pas plus. J'ai une grande distance à faire. Et là, je suis à 160, 170 en pulsation. Je suis en train d'exploser les compteurs. Des fois, j'arrive avec m'extraire des côtes. Et à chaque fois que je ravitaille, toutes les 30 minutes, je vois la tête de mon entraîneur complètement défaite et les autres qui ont un sourire un peu caché. Et moi, je le vois bien, je suis en train de griller mes cartouches. Mais je ne peux pas faire autrement. Et toutes les 30 minutes, je m'arrête, 30 secondes pour boire et faire pipi en même temps. Et je repars vite parce que le courant m'embarque. Et là, au bout d'1 heure et demie, j'arrive à m'extraire des côtes anglaises et là, je prends mon rythme de croisière. 120, 130, allez, nage. 1, 2, 3, 4, je regarde le bateau. 1, 2, 3, 4, je regarde le bateau. C'est-à-dire que pendant toute ma traversée, j'ai fait ça. 1, 2, 3, 4, je regarde le bateau. Ne pas penser, ne pas réfléchir, ne pas avoir d'émotion. Des fois, bien sûr, c'est arrivé. Je pensais à mes 2 garçons. Jérémy et Grégory, là, la boule d'émotion montée. Non, 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 pas maintenant. Sophrologie. 1, 2, 3. Non, pas pleurer maintenant. 1, 2, 3. Et là, je voyais le médecin qui était un peu en panique parce que j'avais une autre façon de respirer. Donc lui disait, hey, il y a Philippe qui va pas bien, il respire différemment. Et je viens lui dit, non, 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 c'est la sophrologie, il est en train de se remotiver, il est en train de se remettre en place. Et là, 1, 2, 3, je vais le bateau. Ah, Susanna est derrière. 1, 2, 3, 4. Tiens, elle est passée devant. 1, 2, 3, 4. Tiens, elle discute avec l'huissier. 1, 2. Voilà, c'était ça, toujours essayer d'avoir une autre idée. Ou alors je pensais à mes premiers 25 mètres que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, quand je pensais à mes premiers 25 mètres, 2 ans auparavant, bah, la boule d'émotion monte. On a envie de pleurer, on a envie de craquer. Non, 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 pas maintenant, on va la faire descendre. Et on nage, et on nage, et on nage. Et arrive ce qui devait arriver. Au milieu de la Manche, à la moitié de la traversée, je suis malade. J'ai des coliques, j'avais de l'eau de mer, je suis pas bien, les produits énergétiques m'ont rendu malade, le dos s'est durci, et là je suis vraiment pas bien. C'est ce qu'on appelle le fameux dépassement de soi à ce moment-là. Le vrai dépassement de soi. Parce que votre corps il dit stop. Il dit Philippe, je pense que tu as tout donné, mais là maintenant il faut arrêter. Ton corps est en souffrance. Alors que votre cerveau il dit non, non, non. Votre cerveau, à ce moment-là, il dit d'une, tu ne peux pas te décevoir toi. 2, tu ne peux pas décevoir Susanna qui a tout donné, ta chérie, elle t'a offert sa vie. Donc tu ne peux pas t'arrêter maintenant. 3, tu ne peux pas décevoir ton équipe. Et surtout 4, tu ne peux pas décevoir tous les gens qui t'ont fait confiance. Au début de l'aventure, on est 2, Susanna et moi. À la fin, il y avait plus de 200 personnes qui avaient travaillé sur le projet. 200 personnes, des gens que je ne connaissais pas. Au fur et à mesure de mes entraînements, les ingénieurs se sont greffés. Les gendarmes en Charente-Maritime. Je me suis entraîné à 800, dans le nord là-bas, dans la Manche. Et quand je m'entraîne à 800, je ne suis pas connu. J'arrive là-bas, je vais voir le gars du café, je dis bonjour. Je dis voilà, je veux traverser la Manche dans quelques mois. Je viens m'entraîner chez vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait un bateau pour ma sécurité sur place pour que je m'entraîne dans la Manche? Et le matin, quand j'arrive, il y a un bateau. Il y a 6 bateaux. Il y a les vieux papis, avec les vieux flobards. Vous savez, les vieux bateaux de pêche dans le nord. Ils avaient sorti ça avec les tracteurs, ils avaient mis ça à l'eau. 2 vieux flobards. Parce qu'ils avaient envie d'être avec moi, alors que je connaissais personne. Et on fait cet entraînement. Et après, je dis à tout le monde, je dis viens, on va boire un coup au bistrot. Ouais, c'est génial, vous m'avez aidé, c'est super cool. Et ben ils m'ont payé un coup, j'ai payé la tournée, j'avais pas d'argent liquide, donc j'ai fait un chèque. Et une semaine après, j'ai reçu le chèque par la poste. Le patron du café qui m'a dit, mais les gens, ils parlent de vous encore dans le village. Il ne peut pas vous faire payer la tournée.
Alors ne le prenez pas mal, hein, ce que je vais dire. Hein. C'est les gens du Nord. Hein. Ça aurait été dans le Sud, j'aurais payé 2 fois la tournée. Non, désolé. C'est pas vrai. Vous avez un cœur chaleureux aussi parce que je m'en suis rendu compte. Dans les 5 jours, c'était vraiment un accueil extraordinaire. Et donc, tous ces gens-là, dans votre tête, ils disent, mon gars, on t'a fait confiance. Va au bout. Nage. Et là, il y a Arnaud qui se jette à l'eau pour me remotiver, pour me reprendre mon rythme de croisière, pour que je me réchauffe surtout. Et là, je reprends le rythme. Et je l'explique aux enfants, je l'expliquais hier soir, qu'il y a eu un coup du destin. Il y a 4-5 dauphins qui m'ont entouré. Quand il a fallu que je reprenne mon énergie, il y a 4-5 dauphins qui m'ont entouré, qui ont nagé avec moi. Et au ravitaillement d'après, toute mon équipe me gueule dessus, mais t'as vu les dauphins, t'as vu les dauphins? Je dis non, j'ai rien vu du tout. 1, 2, 3, 4, je regarde le bateau. 1, 2, 3, 4, je regarde le bateau. Et je l'ai vu après sur la vidéo, ce qu'ils avaient filmé, et effectivement, il y avait bien les dauphins autour de moi qui nageaient, et les pêcheurs anglais étaient assez hallucinés parce qu'ils n'avaient jamais vu de dauphins dans la Manche accompagnés de nageurs. Donc c'était quelque chose d'assez fort. Et là, je reprends mon rythme de croisière, et ça fait 13 heures que je nage. J'arrive bientôt sur les côtes françaises. La nuit est tombée, la tempête arrive, on savait qu'il y avait une tempête qui pointait le bout de son nez. Donc les vagues commencent à monter en puissance. Et là, au dernier ravitaillement, mon équipe me dit Philippe, c'est fini. On ne donne plus à boire, on ne donne plus à manger. Faut que tu nages comme tu n'as jamais nagé de ta vie. Le courant t'a emmené sur un endroit complètement dingue. Le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné dans le nord, il y a 20 km de plage. C'est un paysage extraordinaire. Le courant, il a décidé de m'emmener où? Sur le Cap Griné. En plein sur la falaise, en plein dans les roches, sur une nuit noire, avec la tempête qui se lève. Et là, je pars comme une balle. Boum! Et là, je nage comme un fou, mais vraiment comme un fou. Mes pulsations cardiaques montent à 180. Je suis en hypoxie, j'arrive plus à respirer. Je lève la tête, il me fait une nuit noire, je vois absolument rien. Je suis en panique dans ma tête. Jacques se jette à l'eau, Arnaud se jette à l'eau, un à droite, un à gauche pour ma sécurité. Et on fonce tous les 3 sur le Cap Griné, sans réfléchir. L'huissier monte sur un tout petit bateau avec un petit moteur pour suivre. Et là, tout le monde fonce là-dedans. Et là, Jacques, vous voyez, Jacques, tu sais, c'est Jean Reno dans le Grand Bleu. C'est une armoire à glace, le gars. En un mouvement de bras dans la mer, il vous raconte sa vie. Tu l'entends. Allez, Philippe, reviens vers moi, tu vas trop loin, reviens vers moi, fonce. Il plonge dans la mer. Moi, je suis là, non, je vais échouer. Il reste 500 mètres. Et dans ma tête, je dis, c'est pas possible, je vais pas échouer maintenant. Non. Et Jacques, reviens Philippe, tout droit, fonce, plus vite, tu vas échouer. Et si j'échoue, les pêcheurs anglais me récupèrent, on remonte à bord et j'ai perdu. Il reste 500 mètres et j'ai perdu. Et je dis, non, c'est pas possible. Et Jacques, d'un coup, j'entends Jacques dans la nuit qui crie, Philippe, je suis sur un rocher. J'arrête de nager, je me retourne, la vague sortir. Je dis, mais je suis rendu. Et là, l'huissier a mis sa grosse lampe torche. Et je fais, waouh, je suis rendu. Et là, je vois l'huissier de la grosse lampe torche qui se lève vers le ciel. Je dis, ça, c'est pas normal. Vous êtes plus là, hein. Vous êtes dans une autre état, vous êtes dans une autre conscience, vous êtes épuisé. Ça faisait 13h26 minutes que je nageais. 13h26 minutes pour faire 38 km. Et là, vous êtes plus tout à fait étanche, vous êtes en train de vaciller et tout, et vous voyez la lampe de l'huissier qui s'élève au ciel, et tu dis là, mon gars, c'est une grosse vague. Et elle me prend, elle me jette contre la falaise. Bah, Jacques et Arnaud me rattrapent par les prothèses, par les pales, me tirent un grand coup comme ça. Vite, Philippe, faut se barrer de là, c'est dangereux. Putain, qu'est-ce qu'on fout là? Vite, recule. Il me retire vers le large, et là, je pense que c'est le coup du destin. Ou je ne sais quoi, en haut du Cap Griné, il y a plus de 350 personnes qui me cherchent. Il y a ma maman, mes parents, ma famille, mes amis, les gens qui avaient entendu à la radio qu'il y avait un gars qui arrivait. Il y avait 350 personnes en haut du Cap Griné. Pour ceux qui connaissent le Cap Griné, il y a des barbelés à moutons, il y a des moutons, il y a des trous d'obus, c'est assez grand, c'est assez vaste. Et le jour où je suis parti, il y a 12 nageurs qui ont quitté les côtes anglaises. On est 4 à avoir réussi cette journée-là. Seulement 4. Et au même moment où j'arrive, il y a un nageur invalide qui arrive à gauche du Cap Griné. Et toute ma famille, tous mes amis ont dit « Vite, Philippe est arrivé, vite !» Ils sont tous mis de courir à gauche du Cap Griné. Sauf mon grand garçon Jérémy. Il a pris son petit phare par la main, il a demandé à Jackie Desroches, un ami, et à une élue du conseil général, Valérie Champion, il a dit « Je suis sûr que papa est de l'autre côté. Je suis sûr que tout le monde se trompe. » Ils ont sauté par-dessus les barbelés de moutons, ils m'ont expliqué, ils sont tombés dans les trous, il était une nuit noire, ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que j'arrive. 5 minutes avant que j'arrive, ils m'ont vu arriver avec Jacques et Arnaud, avec les petites lumières sur nos têtes et tout ça. Ils m'ont vu m'échouer. Ils m'ont vu Jacques et Arnaud tirer un grand coup, et quand Jacques et Arnaud ont tiré un grand coup, en pleine nuit, d'un coup, j'ai entendu « Papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime !» Et comme j'expliquais toute l'émotion que j'ai retenue en 13h23 minutes, là je pouvais plus la retenir, j'ai jeté mon masque et mon tuba et j'ai hurlé comme j'ai jamais hurlé de ma vie, en leur disant que je les aimais très très fort. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais pas traversé la Manche à la nage. On a traversé la Manche à la nage et on a réussi. Je vous remercie.
à relier les 5 continents à la nage. Parce qu'on ne peut pas se séparer de son équipe. Alors, au-delà de ça, maman, elle est au fond là-bas. Et là, voilà. La reine mère, mesdames, messieurs. On n'a pas l'occasion de présenter Théo, il n'est pas là, on l'a vu, hein, tu l'as abordé, parce qu'il y a aussi, là tu parles du passé plus ancien, du passé plus récent avec la traversée des 5 continents, avec la même équipe, et avec Susanna. Oui. Il y a aussi des projets d'avenir à ne pas dévoiler, puisque tu m'as fait confiance sur une indiscrétion que je ne dévoilerai pas, mais néanmoins, voilà, avec Théo, celui que tu appelles ton mini-moi, c'est un gamin qui s'est fait amputer des 4 membres aussi à l'âge de 6 ans. Et tu continues, voilà, c'est pas fait, quoi, c'est pas fini. Non, Théo, c'est un sacré petit champion. C'est-à-dire que Théo, il est amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans à cause d'une maladie, un purpura fulminans, une méningite à méningocoque, et qui brûle les extrémités. Et donc, en 48 heures de temps, il faut amputer les 4 membres pour sauver la vie. Et ce petit garçon, sa maman m'écrit une lettre. On le voit dans le film, hein, il y a les 2 films dans le DVD. Il y a La vie à bras-le-corps, le 52 minutes, et le 110 minutes de Nageurs au-delà des frontières. Et sa maman m'écrit une lettre, et je ne peux pas répondre à cette lettre. C'est ce qui est arrivé à un enfant de 6 ans, ce qui m'est arrivé à 26 ans. Donc je m'effondre quand je lis cette lettre, et je la range dans l'armoire. Et je trouve le courage, au bout de 6 mois seulement. 6 mois plus tard, j'ouvre la lettre, et je dis, bon, il faut que je lui réponde à cette maman, quoi. Et je lui réponds et je lui dis bonjour, c'est Philippe Croison. Et je l'appelle au téléphone et elle me dit ah, c'est qui la blague? Je dis non, c'est vraiment moi. Je dis Philippe Croison. Et là, ce que j'entends, elle dit Théo, c'est Philippe, c'est Philippe. Et je dis et puis là, je dis mais attendez, on va peut-être se parler là-bas. Et d'un coup, j'entends allô Philippe. Je dis oui. Et c'est Théo, maman, elle m'a lu ton livre et puis elle m'a dit que tu viens me voir quand? Je dis attends, je sais pas. Et je te regarde Susanna, elle me dit si tu veux, dans 15 jours, on peut aller dans l'Est de la France. Je dis si tu veux, dans 15 jours, je viens chez toi. Oh, il dit d'accord, c'est super, je te repasse maman. Et il me repasse sa mère et j'ai rencontré Théo. Et depuis, on est devenus super potes, quoi. Et c'est lui, un jour, il m'a appelé grand moi. Et moi, maintenant, je l'appelle mini moi. Et on est devenus pratiquement inséparables. Et autant je prends son énergie que lui, il prend la mienne. Et quelques années plus tard, quand je commence mes entraînements pour la manche, il était venu me voir à Châtellerault. On lui avait mis une combinaison, des frites, pour pas qu'il coule, un masque, et on l'avait posé dans l'eau. Mais sauf qu'il avait très très peur de l'eau, mais une peur phobique. Et il hurlait, ah, je vais aller dans l'eau, laissez-moi tranquille, non. Il avait juste regardé un petit peu, il fallait sortir. On l'avait remis sur son fauteuil, et je pense que ça l'avait vexé. Ça l'avait vexé, parce que quand il est rentré chez lui, il a dit à son papa et sa maman, je veux aller à la piscine. Son père et sa mère, il dit, mais Théo, t'as peur de l'eau? Je veux aller à la piscine. Il a été à la piscine, il a demandé à ce qu'on lui apprenne à nager. Il a appris à nager, et ça vous le verrez dans le film, La vie à bras-le-corps. Théo, un jour, il vient me voir avant de traverser la Manche, il me dit, tu viens, on va à la piscine? Moi je dis ouais Théo, je veux bien, mais t'as peur de l'eau. Il dit ouais mais viens, on va à la piscine. Et on va à la piscine et je vois ce petit bonhomme qui jette à l'eau et qui fait du crawl devant moi. Et qui dit t'as vu, je voulais te faire la surprise. Et ce petit bonhomme, il a continué après derrière à continuer à s'entraîner tout doucement, il a commencé à faire quelques petites compétitions. Et à l'âge de 13 ans, il y a 1 an, il a dit à son papa et sa maman, il a dit je vais vous quitter, je vais partir. Son père et sa mère interloqués, il m'avait prévenu déjà, il m'avait appelé de son projet. Interloqué, il m'a dit mais Théo, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, ben, je vais partir au Pôle France de natation à Vichy. Puisque j'ai un rêve, je veux devenir champion paralympique. Et je veux devenir champion du monde. Ses parents m'ont dit, mais Théo, mais comment? Il m'a dit, je suis capable de faire les minima en temps, je travaille bien à l'école, donc je vais aller là-bas. Et il est rentré, ça fait 1 an qu'il est à Vichy, il commence l'entraînement à 6h du matin, à 8h il est au collège, après il a 1 heure de gainage après le collège, 1 heure d'études, il mange et il dort. Et notre petit camarade Théo, mon petit mini-moi, cette année, l'année dernière, il est devenu 4 fois champion de France et 4 fois vice-champion. Et cette année, il a participé à ses premiers championnats du monde. Tout est facile. On ne va pas rentrer dans les considérations, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, le handicap. On ne va pas parler de la différence entre ce dont on est privé à un moment de sa vie et ce qu'on ne connaît pas à la naissance. Le purpura fulminant, les gens qui habitent ici sont peut-être sensibilisés par un homme qui a été amputé des 4 membres du côté de Béziers. Il y avait eu un état médiatique puisqu'il a été amputé à l'hôpital de Béziers et rééduqué à la Malou-les-Bains. Ça s'est passé il y a 2 ans. Et il a été aussi victime de ce phénomène, le purpura fulminant, qui peut te concerner comme le handicap, hein, n'importe qui, n'importe quand. C'est une émotion qui fait que le sang circule à l'extérieur des veines, un truc à peine croyable, et les extrémités pourrissent en quelques heures. Du coup, est-ce que vous voudriez, mesdames, messieurs, parce qu'on ne va pas parler de ça avec Philippe, on pourrait le faire pendant toute la journée, est-ce que vous voudriez poser des questions à Philippe Croison, dont je rappelle qu'il est le parrain bien nommé de ce salon nautique, cette 15e édition. Monsieur. Je voulais juste savoir, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avant-hier, tu as rencontré donc, tu as vu à la télévision cette jeune fille qui traversait la Manche. Oui.
Moi, la question, est-ce que tu as revu cette jeune fille pour lui demander si, pour lui dire grâce à toi ou à cause de toi, ça c'est à toi de dire, mais est-ce que tu as revu cette jeune fille? Alors, bizarrement, oui, mais ça s'est fait d'une drôle de façon. Ça s'est fait d'une drôle de façon, on m'a demandé de venir à un meeting à Lille. Cette fille est du Nord, hein, elle habite Lille. On m'a demandé de venir à un meeting à Lille pour la maladie, pour une maladie de Grégory Le Marchal. Et donc je fais mon truc dans la piscine, et le présentateur qui a le micro, il dit: écoute Philippe, tu parles partout dans les médias que tu as traversé la Manche parce que tu avais vu une jeune fille traverser la Manche à un nage, qui s'appelle Marion Hans, et je crois que tu ne l'as jamais rencontrée. Et ça a été fort. Parce qu'il me dit, il dit écoute, et là il y avait plein de gens autour de moi, et les gens commencent à s'écarter. Il dit écoute, je te présente Marion Hans. Et elle est arrivée vers moi, mais elle chialait mais comme une madeleine, et moi quand je l'ai vue, je me suis effondré comme une lavette. Et elle me dit qu'elle était super fière parce que j'avais traversé la Manche, parce que simplement je l'avais vue sur mon lit d'hôpital, quoi. Et moi, en retour, je vous parle de Théo, mais il y a tellement de gens qui m'ont dit, mais pas un défi aussi important, mais juste mon défi dans la vie, bah, ça m'a permis, toi, de pouvoir traverser la Manche, ça m'a permis, moi, de dire, bah, je peux réussir mon existence. Même si je suis devenu une personne handicapée ou il m'arrive une grosse crise dans la vie, bah, si toi t'as fait ça, moi je peux faire mon truc à moi, quoi. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein. Un moment de partage, une rencontre, et quelque chose qui se passe dans ta vie, et tu te dis, mais voilà, c'est ça, quoi. Donc oui, Marion, maintenant, on a pris contact ensemble, et ça lui avait fait vraiment plaisir, quoi. Et depuis, elle avait eu 2 bébés et tout. Donc voilà, oui, j'ai rencontré Marion. Hein. Pas de questions, messieurs, dames? Vous voulez pas réagir? Pas forcément. Allez-y, madame. Alors, on va vous demander ou de parler bien fort ou alors d'attraper ce micro. Vous voulez pas attraper le micro? Je suis sûr qu'au fond, on vous entend pas. Il suffit de le poser sur le menton. Regardez, vous le posez sur le menton, comme ça. Voilà, là, si vous le posez sur le menton... Je ne sais pas du tout. J'ai suivi en fait la péripétie depuis l'accident jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est un homme admirable, et comme il le dit bien souvent, c'est pas pour battre des records, c'est pour montrer aux gens handicapés de quelconque nature. Vous aussi, monsieur, vous êtes président des Harley Davidson, c'est ça, non? Non, Escudos. Voilà, Escudos. J'ai le vice, hein, dans la présidence. C'est ceux qui font du bruit dans le quartier. Oui. Ah, voilà. Un gars en fauteuil roulant qui se fait discret, c'est pas mal, comme métaphore. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qu'on a en soi, même si on est diminué d'un seul coup de ce qu'on a besoin quand on est. Il faut quand même le moral, il faut être entouré, c'est sûr. Là, vous avez l'air d'avoir une épouse qui est au-delà du, on peut pas dire, d'amour et les enfants aussi, c'est sûr qu'ils doivent se dire, mon papa, c'est un grand, c'est vrai. Je les protège là-dessus. Certainement. Je les protège énormément. Après tout ce que je fais comme émission de télé ou radio, n'importe quoi, je dis jamais à mes enfants, on va regarder la télé, papa il est. Jamais. Oui, Faut pas, quoi. bon, c'est autre chose, c'est sûr. Mais enfin, vous êtes admirable. Il n'y a pas de mots pour dire. Merci, c'est bon, j'en ai assez. Merci beaucoup. Mais vous savez, je terminerai là-dessus parce que malheureusement j'ai un timing assez serré, et après je vais signer les livres avec mes petits bras musclés pour ceux qui en veulent, ou les DVD. Je dirais simplement que, ok, j'ai un handicap super lourd. Mon handicap m'emmerde au quotidien, il faut être honnête, hein. Mon handicap me fait chier, excusez-moi, j'ai 2-3 gros mots, mais il m'a été utile. Un jour dans ma vie, je me suis dit, est-ce que c'est mon handicap qui me domine ou c'est moi qui vais dominer mon handicap? J'ai décidé de le dominer, qu'il me soit utile, je parle de lui comme d'une entité, et donc il m'a été utile. J'ai fait des trucs de dingue grâce à lui. À cause de lui, il y a des trucs que j'ai pu faire, mais grâce à lui, j'ai fait des trucs de fou. J'ai pu rencontrer le pape Jean-Paul II, j'ai pu manger à l'Élysée avec l'équipe du monde championne de football, avec le président Chirac à l'époque. J'ai simplement demandé, je dis voilà, je suis un gars qui est handicapé, je veux venir manger avec vous. Et ça se fait. Voilà, c'est des trucs de fou comme ça tout le temps. J'essaye. C'est un médecin à l'époque qui m'a dit, écoute Philippe, là-bas il y a marqué la porte, elle est interdite. Va l'ouvrir. Bah, je dis non, je dis c'est interdit. Je dis non, pour toi maintenant rien n'est interdit. Ouvre toutes les portes que tu as envie. Donc depuis ce temps-là, je l'écoute. J'ouvre tout ce que j'ai envie de faire. Et ça marche. C'est vrai que j'ai un handicap super lourd, mais j'ai un coup de bol monstrueux. Je suis en bonne santé. Et tant qu'on est en bonne santé, c'est que du bonheur. Je vous remercie beaucoup.